俺はモンキー D ルフィ海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って死ぬんなら別にいい。最悪の世代か。ふざけやがって。弱えにも程がある。ワンピースは実在する。One Piece est sûrement le shonen qui marquera le plus les prochaines années, particulièrement le jour où cette œuvre magistrale se terminera. Et au vu de l'univers vaste qu'a réussi à créer Eiichiro Oda, c'est totalement logique et mérité. Cependant, même s'il existe plusieurs vidéos qui tentent d'établir un classement, il est en réalité impossible de savoir où placer les personnages présumés les plus puissants les uns par rapport aux autres. À l'heure où j'écris cette vidéo, que ce soit les Yonko, les amiraux ou encore les commandants de l'armée révolutionnaire, il est impossible de déterminer avec précision la force de chacun, et c'est, je pense, quelque chose voulu par l'auteur. Et du coup, ce que je reproche à beaucoup de personnes discutant de la puissance d'un personnage ou de son rapport de force par rapport à un autre, c'est de s'y prendre clairement, à mon humble avis, de la mauvaise façon. Et cela découle selon moi d'une mauvaise compréhension des rapports de force dans le monde de One Piece. Alors cette vidéo n'a absolument pas pour but d'établir un quelconque classement de puissance entre les différents personnages de One Piece, c'est plus une vidéo dossier. Déjà parce que selon moi c'est totalement impossible, mais en plus de ça, comme on le verra tout à l'heure, la puissance individuelle n'est pas nécessairement la chose la plus importante dans le monde de One Piece. Et ce n'est pas non plus une vidéo théorie, bien que de temps en temps on en balancera quand même, mais le but, comme j'ai dit, c'est juste une vidéo dossier, et du coup j'espère que vous l'apprécierez. Et du coup pour cette très grosse vidéo, on inaugure le tout premier feed de la chaîne et je remercie grandement Yams qui m'accompagnera et qui apportera son expertise sur One Piece dans cette vidéo. On va donc diviser le sujet en deux très grandes parties. La première concernera la puissance individuelle des personnages, parce qu'on est quand même dans un shonen, c'est très important. Dans cette partie-là, on aura trois sous-parties. Une consacrée aux fruits du démon, la partie Zoan sera présentée par notre cher ami Yams. Ensuite, on parlera de l'art de manipuler les sabres, encore une fois présenté par le grand Yams. Et enfin, on s'attaquera aux différents pouvoirs qui ne sont pas reliés soit au katana, soit aux fruits du démon, c'est-à-dire tout ce qui est Gyojin Karate, Rokushiki, etc. Je ne consacrerai volontairement pas une partie au Haki puisque avec Yams, on a fait une vidéo sur sa chaîne que je vous invite à voir juste après cette vidéo, dans laquelle on explique, on théorise et on fait en gros une vidéo dossier / théorie sur le Haki. Donc encore une fois, allez la voir si ce sujet-là vous intéresse. La deuxième grande partie sera, elle, consacrée à la puissance collective qui est la partie la plus importante selon moi quand on parle de puissance de One Piece, mais également des autres types de puissance comme la puissance économique, la puissance politique et la puissance sociale économique. Et juste avant de commencer la vidéo, j'en profite pour faire une petite pub pour mon compte Twitch que je vous invite à aller follow si jamais vous avez apprécié mon contenu ou quoi. On fait souvent des lives les vendredis et les dimanches à 21 h sur d'autres jeux comme Stormcat, etc. Donc venez nombreux, tout est dans la description. Super, maintenant que tous les décors est planté, Ohayo Mina, c'est Hiro. Et aujourd'hui, on parle de la puissance dans One Piece. あれは海の悪魔の化身だって聞いたことがある。食っちまったら悪魔の能力と引き換えに海に嫌われて金槌になっちまうんだってよ。Les fruits du démon ou Akuma no Mi sont les tout premiers pouvoirs qui ont été mis en avant dans le monde de One Piece. Jusqu'à ce jour, on ignore leurs véritables origines, mais il se dit que ceux-ci sont les incarnations des démons des mers. Ainsi, ceux qui en mangent sont par certains considérés comme hébergeant un démon en eux. Ces personnes sont donc appelées les utilisateurs de pouvoirs et se retrouvent en échange d'un pouvoir particulier dans l'incapacité de nager, des rumeurs allant jusqu'à dire que ceux-ci ont été maudits par la mer. Il est important de noter que même si nous, spectateurs, ne connaissaient pas les origines de ces mystérieux fruits, les habitants lambda et même haut placés du monde de One Piece semblent pour la plupart également perdus sur le sujet. Comme on l'a vu avec Sanji, il existe des livres recensant les fruits du démon se nommant Akuma no Mi Zukan, à traduire comme l'encyclopédie de fruits du démon, bien que certains fruits restent encore non répertoriés dans ces ouvrages. Dans le cas où on a affaire à un fruit du démon non répertorié, il est impossible de connaître la capacité que celui-ci procurera à celui qui l'ingurgite. C'est le cas dans lequel se sont retrouvés Caulifla et Kaku, qui avant de manger leurs fruits, n'avaient aucune idée du pouvoir de ces derniers, ou même de leur catégorie, terme que l'on reverra tout à l'heure.
Ça signifie que pour connaître les pouvoirs d'un fruit, il faut forcément qu'une personne l'ait bouffé avant et ait utilisé ce pouvoir pour que ce fruit soit répertorié. D'ailleurs, lorsque Jabula demande à Spandam où ce dernier s'est procuré ses fruits, le chef du Sipina répliquera qu'il a ses contacts. Dans ce cas, selon moi, on peut voir deux explications possibles. La première est que, comme certains pensent, il existerait bien un arbre ou un endroit où les fruits du démon poussent, et ce vivrier serait donc en possession du gouvernement mondial. La seconde, que je pense la plus plausible et cohérente avec le monde de One Piece, serait tout simplement que Spandam et le gouvernement mondial aient des contacts sur le marché noir. Les fruits du démon étant très rares, ceux-ci se vendent très cher à ceux qui veulent bien les acheter. Le Barabaranomi de Baggy est d'ailleurs estimé par Shanks à 100 millions de berries, ce qui semble être le prix normal d'un fruit. Et ce ne serait vraiment pas étonnant que cette hypothèse soit la bonne, puisqu'on sait tous que le GM trempe dans les affaires les plus crades du monde de One Piece. Il n'y a qu'à voir ceci qui, bien que faisant partie du Cypher Pole Aegis Zero, fait également partie des empereurs de la pègre. À ça, on peut aussi ajouter le fait que le gouvernement mondial n'hésite pas à travailler avec des gens de moralité douteuse, comme on a pu l'observer avec Mother Caramel ou même plus globalement le cas des Shichibukai. Bref, tout ça pour dire que pour se procurer un fruit du démon, il faut soit le trouver par hasard, soit selon moi le choper au marché noir. D'ailleurs, il faut noter qu'en réalité, très peu de fruits du démon sont inutiles. À première vue, le Gomu Gomu no Mi de Luffy ne paye pas de mine, mais le capitaine des Mugiwara a su en faire quelque chose d'exceptionnel. Comme le dit Lucci, tout dépend de l'utilisation que l'on fait du fruit. Si jamais une personne s'aventurait à manger 2 fruits du démon, celle-ci exploserait automatiquement. D'après Jabula, ce serait comme si le démon abritant le deuxième fruit venait rencontrer le premier et que la coalition de ceux-ci crée une explosion. Même si cette explication est sûrement inexacte, je pense qu'il y a une part de vérité dans celle-ci, car en effet, selon moi, c'est sûrement la collision des pouvoirs, voire des âmes des démons qui crée ce phénomène. Le fait que les fruits du démon possèdent une entité ou une âme n'est d'ailleurs pas une possibilité à écarter, puisque Kaku se dira attiré par une force mystérieuse. On sait également que le docteur Vegapunk, grâce à son expertise et à sa science, est capable de faire manger un fruit du démon à un objet, rendant donc une chose inerte et sans conscience, capable de se mouvoir seul et de comprendre des instructions. L'exemple le plus simple est le cas de Funkfried, l'épée de Spandam à qui Vegapunk a fait manger le Zozonomi, donnant donc à une simple épée des capacités intellectuelles proches d'un humain. Il semble que ces objets ayant mangé les fruits du démon sont soumis aux mêmes règles que les humains, que ce soit le fait de couler dans l'eau ou de ne pas pouvoir ingurgiter un second fruit. Mais il existe dans le monde de One Piece une personne qui échappe à la règle que j'ai énoncée précédemment, et il s'agit de Marshall D. Teach alias Barbe Noire. À l'heure où j'écris cette vidéo, on ne sait toujours pas pourquoi Teach possède cette fameuse faculté. Les seuls indices que l'on a sous la main sont dans un premier temps les paroles de Zoro et Luffy sur Jaya, Marco qui explique que le corps de Teach est spécial, caractéristique qui semble d'ailleurs être connue de tout son équipage, et enfin dans les flashbacks d'Oden, Baggy qui dit que Teach ne dort jamais. Du coup, Teach posséderait-il 3 âmes? Serait-ce la fameuse théorie sur le Cerbère ou encore un autre pouvoir qui nous est inconnu? Nul ne le sait. Il existe 3 catégories de fruits du démon, et parmi ces 3 catégories, celle qu'on a vue le plus à l'œuvre est clairement celle des paramécia, que l'on peut aussi traduire par système surhumain. Alors c'est un peu une catégorie fourre-tout où on y met n'importe quel fruit qui affecte le corps, l'environnement ou les autres personnes. C'est à mon avis la catégorie la plus intéressante parce qu'elle ouvre une porte à des possibilités infinies de pouvoir, allant de l'homme savant à pouvoir contrôler tout ce qui est en métal en passant par l'homme porte. Pour mieux différencier les paramécia entre eux, ils ont été répartis en 3 sous-catégories. Tout d'abord les paramécia corporels. Comme le nom l'indique, les paramécia de cette catégorie agissent directement sur le corps de leur utilisateur en modifiant les propriétés même de leur corps, leur donnant les mêmes caractéristiques que la matière de leurs fruits. Le cas le plus évident est celui de notre cher héros Monkey D. Luffy, qui ayant mangé le Gomu Gomu no Mi, est donc automatiquement devenu un homme élastique héritant des propriétés de cette matière. Cela le rendra insensible aux coups physiques non tranchants, aux balles ordinaires, mais également à la foudre. C'est important de se dire que ce n'est non pas son environnement, mais le corps de Luffy qui est modifié. Ça signifie que Mugiwara ne produit pas de caoutchouc, il est le caoutchouc. Contrairement à par exemple le Doflamingo qui est un paramécia productif et qui par conséquent produit des fils mais n'est pas le fil en question. Par exemple, il ne pourrait pas s'étirer comme ces fils ou être aussi résistant que ceux-ci. Retenez bien tout ce que je dis parce que ce sera important quand on commencera à parler d'éveil. D'ailleurs, ce n'est pas que le corps, mais l'ensemble de ce qui se trouve sur le corps qui est affecté par le pouvoir du fruit. Par exemple, lorsque Luffy rapetissait en utilisant le Gear Sword, ses vêtements faisaient de même. Il se peut également, en fonction du fruit mangé, de voir un accessoire ajouté à son corps, comme Bartholomew Kumak, qui après avoir mangé le Nikyu Nikyu no Mi, verra des coussinets lui pousser sur la paume de la main.
Puisque je causais des paramécias productifs, continuons dans cette lancée. Les utilisateurs de cette catégorie sont tous capables de produire une matière, que ce soit la cire, le poison ou même des biscuits. Mais encore une fois, l'utilisateur ne peut que produire la matière de son fruit, mais il n'est pas celle-ci. Khalifa peut produire du savon, mais son corps, elle, ne possède pas les propriétés du savon. Et vice versa, le corps de Alvina possède les propriétés de la glisse, mais ne peut, dans mes souvenirs, pas faire glisser les objets qui ne rentrent pas directement en contact avec son corps. Mais il existe un paramécia productif qui déroge à la règle, et il s'agit du Mochi Mochi no Mi de Katakuri. Bien qu'étant a priori un paramécia producteur, Katakuri est capable de modifier les propriétés de son corps, allant jusqu'à se transformer en la matière qu'il produit, ce qui le rapproche d'un paramécia corporel ou même d'un logia. Beaucoup pensent que ce fait est dû à l'éveil, mais personnellement je pense que comme Jinbei le dit, c'est juste un paramécia spécial. J'en ai déduit ça parce que Doflamingo, qui est aussi un paramécia productif éveillé, n'est pas capable de se transformer en film, mais juste de modifier son environnement. Mais bon, je peux aussi me tromper, ce qui signifierait que chaque éveil, même au sein d'une même sous-catégorie, diffère. Ou j'ai raison et cette propriété est propre à l'éveil du fruit de Katakuri et seulement de son fruit. Et enfin, la dernière catégorie est celle des paramécias manipulateurs. Ces utilisateurs sont capables de manipuler ou transformer d'autres personnes à l'aide de leur pouvoir. Le Gula Gula no Mi de Barbe Blanche est parfois considéré comme un paramécia de type productif. Mais c'est inexact puisque Garp explique qu'en réalité, Shirohige ne fait que manipuler les vagues sismiques. Pour être plus clair, il crée une fissure dans l'air ambiant, ce qui crée une perturbation et lui permet de manipuler tout ce qui est lié au mouvement des tectoniques des plaques, donc tout ce qui est séisme et tsunami. Mais il peut aussi s'en servir pour attaquer directement son adversaire en perturbant l'air juste à côté de celui-ci, ce qui crée une très grande pression et distord l'espace. Sinon, comme manipulateur, on a aussi le Kobu Kobu no Mi de Bello Betty qui réveille la fierté des gens. Il y a aussi le Solu Solu no Mi de Big Mom qui lui permet de manipuler des âmes. Et justement, je trouve ça intéressant parce que beaucoup trouveront que la puissance de Big Mom lui vient de son fruit. Mais en réalité, quand on regarde les armes principales de Lin Lin, qui sont Zeus, Prométhée et Napoléon, on se rend compte que c'est avant tout Big Mom qui est puissante puisque ces armes n'étaient à l'origine que de simples objets inanimés avant que Mama y introduise une partie de son âme. Pour faire simple, Mother Caramel, la précédente détentrice de ce fruit, serait incapable de créer des remixes de la puissance de Prométhée ou de Zeus. Ça revient encore à ce que disait Lucci, c'est avant tout la façon dont on utilise le pouvoir du fruit du démon qui est important et pas le fruit en lui-même. L'éveil est le stade ultime des fruits du démon. Il témoigne d'une maîtrise parfaite de ce dernier et dans le monde de One Piece, très peu d'utilisateurs ont atteint ce stade. On n'en connaît d'ailleurs officiellement que 6, les 4 gardes d'Impel Down, Doflamingo et Charlotte Katakuri. Mais comme j'ai dit, je parle bien de cas confirmés. Il est quasi sûr que les Yonko, certains de leurs commandants, Dragon ou encore les amiraux ont aussi atteint ce stade. Doflamingo explique que lorsqu'un paramécia est éveillé, il affecte son environnement mais également son propre corps. Du coup, à partir de là, certains théoriciens de l'éveil font selon moi une très grosse erreur en étendant cette explication à tous les paramécias, voire à tous les fruits du démon. En effet, je pense que ici, Dofi ne fait mention que des paramécias productifs et non des autres catégories de paramécias, idem pour Katakuri. Du coup, beaucoup s'appuient sur le cas de Joker et de Katakuri pour théoriser sur l'éveil de certains fruits comme ceux de Luffy ou encore Baggy. À titre personnel, je pense que l'éveil des autres paramécias, mais également des Zoan, est plutôt un éveil progressif. Par là, j'entends que l'éveil n'est pas forcément brusque comme le fait d'affecter son environnement. Pour donner un exemple, si l'éveil de Katakuri altère l'environnement et le transforme en mochi, l'éveil du paramécia corporel de Luffy modifiera son corps en exagérant de plus en plus les capacités de celui-ci. Ça veut dire que contrairement à d'autres, je ne pense pas qu'on aura d'un coup une capacité qui montre l'éveil du Gomu Gomu no Mi. Souvenez-vous, l'éveil d'un fruit du démon témoigne de la maîtrise que l'utilisateur a de lui. Et en soi, les différents gears de Luffy sont en quelque sorte, dans ma théorie, des sortes de début d'éveil. Le gear second pompe le sang de Luffy de façon abondante, ce qui accélère la circulation sanguine et donc améliore les capacités physiques. Scientifiquement, c'est plutôt quelque chose de dangereux puisque le corps humain n'est pas construit pour supporter un tel débit sanguin. Luffy en réchappe parce qu'il est en caoutchouc, mais ce n'est pas non plus sans risque puisqu'il lui a été difficile lors des premières utilisations de maintenir ce mode longtemps. Le Gearser, lui, consiste à gonfler les eaux d'air afin de pouvoir transférer cet air dans n'importe quelle partie du corps et agrandir de façon aberrante la taille d'un membre. Ce gear aussi possède un contre-coup puisque après quelques temps, Luffy est obligé d'extirper ce surplus d'air mais également l'air qu'il avait à l'origine, ce qui le fait rapetir pendant 1 minute. Et enfin, le dernier gear connu à ce jour, le Gear Force, possède plusieurs modes. Le plus connu, le Boundman, est en quelque sorte une version de Gear Third ayant assimilé les caractéristiques du Haki de l'armement. Ce n'est selon moi pas à confondre avec l'Elephant Gun
Gun qui est juste le Gear Sword de Luffy imbibé de haki. Le Bondman lui fusionne les propriétés élastiques du caoutchouc avec la propriété du durcissement du haki de l'armement. C'est ça qui je pense crée l'espèce de côté mécanique que personnellement j'appelle du caoutchouc rigide ou tout simplement du métal avec des propriétés élastiques. Et ça les gars, ça témoigne d'une très bonne maîtrise de son fruit de la part du futur roi des pirates. Et d'ailleurs on peut même dire qu'avec cette forme les propriétés du caoutchouc sont poussées à leur paroxysme puisque Luffy ne fait que rebondir. Comme autre forme, le Snake Man mise plus sur la vitesse que la puissance. Je présume alors que Luffy insuffle peut-être moins d'air dans ses os que le Bondman ou le Torchman, ce qui augmente significativement la vitesse du caoutchouc tout en gardant les propriétés de durcissement du haki et les propriétés élastiques de celui-ci. D'ailleurs, revenons un petit peu au contre-coup des Gear Second et Third. Comme j'ai dit, à l'origine, l'utilisation du Gear Second épuisait Luffy. Luffy dira d'ailleurs qu'en poussant à ce point son corps, il réduisait son espérance de vie. Mais depuis l'ellipse, les effets secondaires ont complètement disparu et Luffy peut utiliser ce Gear quasi automatiquement sans avoir besoin de beaucoup de temps pour l'activer. La dernière preuve de ce que j'avance étant quand il est rapidement passé entre Big Mom et Kaido à Onigashima. Idem pour le Gear Third, où après l'ellipse, le chapeau de paille sera capable d'extraire pile poil la dose de surplus d'air qu'il aura emmagasiné, ce qui lui évitera de rapetir comme au début. Ces différentes évolutions prouvent une fois de plus que Luffy, au fil du temps, maîtrise de plus en plus son pouvoir. Même le contre-coup du Bondman qui fait qu'il ne peut plus utiliser son haki pendant 10 minutes sera sûrement levé à force d'utiliser le Gear Force. Pour résumer, selon ma théorie, l'éveil de Luffy se traduira par l'apparition d'une nouvelle forme inédite, alliant puissance et vitesse et aussi toutes les différentes formes de haki. Mais il faut retenir que cette forme ne va sûrement pas pop de nulle part, mais elle sera sûrement l'aboutissement des différents gears du héros, puisque selon ma théorie, Luffy est déjà en train d'éveiller son fruit. En bref, une forme parfaite sans contre-coup majeur. Sinon, pour les parameciens manipulateurs, je pense que leur réveil est directement lié à la proportion de gens qui peuvent manipuler. Ainsi, Edo pourrait créer une room gigantesque sans risquer de perdre de l'espérance de vie. Il est d'ailleurs possible que la puissance dévastatrice du Gura Gura no Mi tant crainte par Sengoku vienne de l'éveil de ce fruit, d'où l'ampleur démesurée du séisme et des tsunamis provoqués par Edward Newgate. En tout cas, si je devais, à mon humble avis, donner une piste aux théoriciens de l'éveil, ce serait de considérer cela comme un accomplissement et non pas forcément comme une capacité à part. Les Zoan regroupent une certaine catégorie des fruits du démon. Traduit littéralement par système animal, le principe des fruits du démon de type Zoan est bien évidemment totalement différent des Paramecia et des Logia. Contrairement à ces derniers, un Zoan offre à son détenteur la possibilité de se transformer en forme 100% animale et en forme hybride, c'est-à-dire mi-animale, mi-humaine. Les Zoan sont regroupés premièrement selon l'animal qu'ils représentent. Par exemple, il existe plusieurs modèles de Zoan serpents différents comme il existe différents serpents dans notre monde et dans le monde de One Piece. On aura donc un Zoan de type serpent qui composera le nom du fruit du démon, Hebi Hebi no Mi, puis le modèle qui représente précisément de quel serpent il s'agit. Pour continuer dans l'exemple, avec le serpent, Boa Sandersonia, sœur de Hancock, possède le Hebi Hebi no Mi, modèle Anaconda. Il existe donc plusieurs Hebi Hebi no Mi, mais chacun est différent dans son modèle. Les Zoan peuvent être divisés en sous-catégories. Premièrement, il y a les Zoan dits naturels, ceux qui regroupent les animaux qui vivent actuellement dans le monde de One Piece. Il s'agit des Zoan des plus communs et normaux, et ceux qui sont le plus présents dans le monde de One Piece parmi les sous-catégories de Zoan. On peut citer par exemple Chopper, Rob Lucci, Dalton, Shaka, Pell, etc. La deuxième catégorie comporte des Zoan bien plus rares et plus puissants. Il s'agit de Zoan antiques regroupant, comme son nom l'indique, les Zoan d'animaux qui ont disparu, des animaux préhistoriques avec notamment les dinosaures par exemple. Nous pouvons remarquer qu'il y a un joli regroupement de ces Zoan chez Kaido, que ce soit les Tobiropo ou les superstars, à savoir King, Queen et Jack. La troisième catégorie regroupe les Zoan les plus rares du monde de One Piece. Ces fruits du démon sont même considérés comme les plus rares parmi tous les fruits du démon, et nous n'en avons vu que 5 pour l'instant. Il s'agit de fruits du démon surpuissants donnant beaucoup plus de capacité que de simples formes, contrairement aux autres types de Zoan. En effet, on parle de fruits du démon qui peuvent offrir à leurs détenteurs des capacités de créatures mythologiques, et c'est la catégorie des Zoan mythiques. Pour donner quelques exemples, nous pouvons citer le fruit de Marco, à savoir le Zoan du Phénix, permettant à Marco d'être invincible et capable de régénérer et récupérer de n'importe quelle blessure. Il peut aussi utiliser ses flammes bleues comme des flammes guérisseuses. Nous avons aussi Sengoku qui possède un modèle mythique du Zoan de l'homme, le modèle de Bouddha, ou encore Kaido, détenteur du Zoan mythique de la carpe modèle dragon, qui permet à Kaido de faire des attaques élémentaires appelant la foudre, le feu et le vent, pour ne citer que.
Les sous-catégories que je viens de citer et d'expliquer sont totalement indépendantes de l'animal du Zoan. En effet, ce que je veux dire par là, et prenons un exemple concret, ce sera plus facile pour comprendre, nous pouvons avoir un Inu Inu no Mi, donc un Zoan chien, dit naturel, donc de la première sous-catégorie des Zoan, et un Inu Inu no Mi, mythique, donc de la troisième sous-catégorie de Zoan. Shaka a par exemple un Inu Inu no Mi modèle chacal, alors que Katarina Devon a le Inu Inu no Mi modèle Kyubi no Kitsune, qui est un Zoan mythique. Pareil pour Orochi, détenteur d'un Zoan mythique Hebi Hebi no Mi, modèle Yamata no Orochi, alors que Sandersonia et Marigold ont des Zoan naturels Hebi Hebi no Mi. Les Zoan sont souvent assez sous-estimés à cause de la simplicité de leur fonctionnement et de leurs limites. En effet, selon le modèle de Zoan absorbé par un utilisateur, le détenteur de Zoan sera plus ou moins fort, contrairement aux paramécias qui permettent à leur utilisateur d'être imaginatif pour être plus ou moins redoutable, ou aux Logia réputés pour rendre leur détenteur surpuissant assez facilement grâce à leur invincibilité si leur adversaire n'a pas de haki ou d'éléments le contrant, et grâce à la possibilité de créer une matière naturelle indéfiniment. Les Zoan offrent les capacités d'un animal précis à son utilisateur. Si Chopper n'avait pas l'intelligence de créer de nouvelles formes et de modifier ainsi le fonctionnement de son fruit du démon, chose qui n'est pas accessible à tout le monde bien évidemment, on parle de Chopper, un médecin et scientifique, eh bien Chopper aurait seulement la force d'un homme normal. Lucci par exemple obtient les capacités d'un léopard alors qu'un Jack, utilisateur du Zoan antique du mammouth, possède une résistance à toute épreuve, liée à l'animal de son fruit du démon. En somme, un Zoan non mythique n'ajoute à son utilisateur que la force et les capacités animales dont il est question. C'est pour ces raisons que les Zoan ont souvent été perçus comme les plus faibles et les moins intéressants des fruits du démon. Mais ça, c'était bien évidemment avant les événements de l'arc Marineford où Eiichiro Oda nous a montré une autre facette des Zoan qui possèdent les fruits du démon les plus rares, ou encore l'arc en cours, à savoir Wano Kuni, montrant la réelle puissance des Zoan. Et c'est assez logique, les détenteurs des plus puissants Zoan gagnent automatiquement une puissance redoutable, leur permettant d'être dans une trempe supérieure que les ennemis rencontrés par les Mugiwara à Paradise, donc la première partie de Grand Line. Bien évidemment, il est fort probable que ces mêmes utilisateurs de Zoan antiques de l'équipage de Kaido possèdent les haki, mais étonnamment, nous n'avons pas encore vu beaucoup de cadres de l'équipage aux 100 bêtes faire usage de ces derniers pour le moment, et pourtant ils sont déjà redoutables. Eiichiro Oda a introduit l'éveil des Zoan en premier dans l'univers de One Piece, alors qu'il a introduit les Zoan en dernier. En effet, c'est durant l'arc Impel Down que Luffy et les lecteurs rencontrent les premiers Zoan éveillés, à savoir les gardiens des tâches tels que Minotaur, Minokoala, Minorhinocéros, etc. C'est Crocodile qui nous expliquera qu'il s'agit de Zoan éveillés, alors que Mr. Two, Bankley, croyait qu'il s'agissait de véritables monstres. Ce que nous apprenons grâce à Crocodile, c'est ce que offre l'éveil d'un Zoan. En effet, il nous expliquera que leur récupération, leur résistance, endurance et leur puissance est d'un tout autre niveau, et qu'ils se réveilleront très vite après avoir été mis KO. Ce qui est assez cohérent avec les Zoan, on peut donc imaginer que ces derniers ne voient pas forcément leur forme animale et hybride grandement changer avec leur réveil, mais qu'ils gagnent énormément en prouesse physique, alors que les Zoan naturels et antiques ont toujours eu un lien assez brut avec les capacités physiques dans l'univers One Piece. Il est hélas assez compliqué de s'exprimer davantage sur le sujet, puisqu'il s'agit de la seule et unique fois où l'auteur fera mention de l'éveil de cette catégorie de fruits du démon, mais on peut imaginer par exemple qu'un Jack puisse avoir son Zoan éveillé, expliquant sa récupération très rapide après son combat contre les Minks à Onigashima, ou encore sa résistance et son endurance à Zo lorsqu'il enchaîna jour et nuit combat contre les ducs à tour de rôle sans avoir une seule seconde de répit. Les Logia. Sûrement la catégorie préférée de beaucoup de fans au vu des avantages que ces fruits apportent. Cette catégorie est d'ailleurs considérée comme la plus puissante. Mais je pense que cette fascination est surtout liée aux épisodes de One Piece pré-Ellipse où les Logia étaient pour nos protagonistes une catégorie extrêmement pénible à combattre. Le mot Logia, qui peut se traduire par système de la nature, porte très bien son nom, puisque chacun des fruits appartenant à cette catégorie est forcément lié à un élément naturel. Ce qui d'ailleurs réduit la possibilité des fruits et en fait donc une catégorie de fruits très rare. Cette rareté font de leurs porteurs des personnes craintes, voire même surestimées. Le meilleur exemple de ce que j'avance est Caribou, qui ayant mangé le Numa Numa no Mi, le fruit des marais, s'est vu attribuer une prime de 210 millions de berries. Et pourtant je pense qu'à l'observation de sa réelle force ou même de sa dangerosité, il est clair qu'il ne méritait pas autant. Mais comme c'est un Logia, le gouvernement mondial le considère automatiquement comme une personne dangereuse et place une prime un peu plus haute sur sa tête. Caribou sera d'ailleurs très facilement vaincu par Pecoms, le Minx répliquant en disant que les Logia qui se croient invincibles ne vivent jamais bien longtemps et Caribou lui l'apprendra à ses dépens. Idem pour Barbe Noire dont on reparlera du fruit tout à l'heure, qui sous-entend que le principal problème des Logia est de justement trop s'appuyer sur l'invulnérabilité que leur propose leur fruit.
Dans le Nouveau Monde, ce genre d'erreur est fatale puisque la plupart des pirates et des marines qui y naviguent possèdent le Busou Shoku, ou autrement dit le haki de l'armement. Encore une fois, je ne développerai pas le sujet du haki dans cette vidéo puisque avec mon pote Yams, on a sorti une vidéo théorie / dossier sur sa chaîne qui résume très bien le cas, donc allez la voir une fois que cette vidéo sera terminée. Et c'est pour ça que pour moi, quoi qu'il arrive, le niveau de Sabo est bien au-dessus de celui de Ace, bien que les deux aient mangé le Mera Mera no Mi. En effet, là où Ace se reposait en grande partie sur son fruit pour en faire sa force principale, Sabo lui l'utilise comme un boost pour amplifier ses attaques de base, couplant le tout à son haki de l'armement. En passant, pour les fans de ce personnage, Eneru, s'il revient et qu'il ne s'est pas entraîné à maîtriser le haki de l'armement, se fera totalement écraser dans le Nouveau Monde et il n'y fera pas long feu, et ce malgré le Goro Goro no Mi. Je dis ça parce que tout comme Ace et Caribou, le Logia de la foudre pour ses attaques offensives se repose énormément sur son fruit et on l'a vu dans le Shinsekai, ça ne passe absolument pas. C'est d'ailleurs ce que Eiichiro Oda lui-même précisera dans les SBS du tome 43. Au vu de ses pouvoirs et de son mantra, sa prime s'élèverait à 500 millions de berries, mais il ne serait absolument pas en mesure de faire la loi sur la mer bleue. Pour continuer sur les faiblesses des Logia, il est vrai que le haki de l'armement est important pour élargir leurs possibilités d'attaque, mais celui de l'observation est selon moi encore plus indispensable puisque la dématérialisation des Logia n'est absolument pas automatique. Là où par exemple un paramécia corporel comme Luffy, quoi qu'il arrive, qu'il soit conscient ou pas, ne pourra jamais être transpercé par des balles si elles ne sont pas imbibées de haki, pour un Logia, il faut être constamment sur ses gardes sous peine de mauvaises surprises et de ne pas pouvoir se dématérialiser, on en a eu l'exemple à plusieurs reprises. Sinon, pour revenir sur les Logia en général, il est aussi possible de les diviser en deux sous-catégories. Les corporels qui sont tangibles, que l'on peut toucher, on a le Hie no Mi de Kuzan, le Maguma no Mi de Akainu ou encore le Suna no Mi de Crocodile. L'autre catégorie, celle des intangibles, rassemble les éléments que l'on ne peut pas toucher, le Mera Mera no Mi de Sabo et Ace, le Yami Yami no Mi de Barbe Noire et le Pika Pika no Mi de Kizaru. Pour être plus clair, il est par exemple possible de toucher les attaques de Akainu, mais il sera impossible, et ce même avec du haki, de toucher directement les attaques de Sabo et Ace. Et attention, je parle bien d'attaque, pas de projection de son corps ou de changement de forme, mais bien d'attaque. On peut noter que chez les Logia, il existe une hiérarchie entre certains fruits qui obéissent aux règles de la nature. La dominance du magma par rapport au feu est d'ailleurs le parfait exemple de ce que j'avance. Mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, il existe parmi tous les Logia un qui sort du lot, le Yami Yami no Mi de Kurohige. Le fruit des ténèbres se différencie par le fait que son utilisateur ne peut pas de 1 se dématérialiser, mais surtout par le fait que quel que soit le coup qu'il reçoit, il verra la douleur liée à celui-ci amplifiée. Ce fruit permet de tout absorber et de tout rejeter, mais le pouvoir le plus intéressant reste celui de pouvoir annuler les pouvoirs des utilisateurs de fruits du démon. En tout cas, comme son possesseur Barbe Noire, le Yami Yami no Mi recèle encore plein de mystères. Tout comme les Paramecia et les Zoan, j'ai prévu une partie réservée à l'éveil des Logia. Alors, même si on n'a pas vraiment vu d'exemple de Logia éveillés, on peut quand même, à travers ce que l'on sait des fruits du démon, théoriser sur l'éveil. Déjà, il faut comprendre que les Logia sont, dans mon esprit à moi, une fusion des Paramecia productifs et des Paramecia corporels. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut non seulement produire sa matière, lui donnant la forme qu'il veut, mais son corps est également fait de cette matière, lui donnant tous les avantages, mais également les défauts de celle-ci. C'est pour ça que Luffy est capable de toucher Eneru, parce qu'il est fait de caoutchouc, que ce soit lui, ses membres ou ses organes. Et justement, Eneru lui est fait que d'électricité, matière dont notre héros est naturellement immunisé. C'est pour ça que les deux se touchent. C'est aussi pour ça que tout à l'heure j'expliquais que avoir de bonnes prédispositions pour le haki de l'observation est une faculté intéressante pour les Logia. C'est sûrement ce qui à Marineford a permis à Akainu d'éviter les attaques de Marco et Vista. Comme Katakuri, il doit sûrement user de son haki de l'observation pour savoir précisément où ils allaient frapper et a donc transformé les parties de son corps visées. Alors je ne dis pas forcément que lui aussi peut voir aussi loin dans le futur que Katakuri, mais si ce n'est pas le cas, je ne pense pas qu'il soit vraiment loin de ce niveau. Du coup, si on considère les Logia comme un mélange de Paramecia productifs et de Paramecia corporels, on peut supposer que ceux-ci sont capables, avec leur pouvoir, d'affecter leur environnement, mais en changeant carrément la météo de celui-ci. Par là, je veux dire qu'un Paramecia productif éveillé, de ce qu'on a vu en tout cas, n'affecte que partiellement l'environnement en le transformant. Mais pour les Logia, il semble que c'est la météo même de l'endroit qui change, comme on l'a vu sur l'île de Penkazar. Cette île, suite au combat de Kuzan et Sakazuki, a vu son climat complètement modifié, la rendant quasiment inhabitable pour des humains normaux. Pour être plus précis, je pense que ce type d'éveil concerne principalement les Logia basés sur les éléments de matière comme le sable ou la glace. À la modification de l'environnement, il faut aussi sûrement ajouter la capacité de pouvoir produire plus de matière, comme la quantité astronomique de glace que l'ancien amiral Aokiji est capable de générer. Et enfin, l'éveil doit aussi sûrement permettre une parfaite fusion entre le pouvoir du fruit et le haki. Et là, de nouveau, je ne parle pas de juste imbiber ses attaques de haki, mais de faire collaborer les propriétés de l'élément et celles du haki, exactement comme Luffy a fait avec son Gear Force.
エンマか。こいつになれた時、俺はもっと強くなっているってことだろう。シッソンソン。Chaque lame dans One Piece a ses propres attributs et propriétés, un peu comme dans un jeu vidéo. Chacune possède des capacités différentes et le forgeron, auteur de la lame, joue un rôle énorme dans ces fameuses capacités. On peut même noter que certaines de ces lames sont maudites, même si nous n'avons hélas pas énormément d'informations sur le fonctionnement de la malédiction d'une lame. Mais Zoro dira notamment à Whiskey Peak que le Sandai Kitetsu, lame connue pour sa malédiction comme les autres Kitetsu, est bien que cette lame est très capricieuse et qu'il doit faire très attention avec cette dernière car son tranchant est très vif. Si Zoro ne fait pas attention lorsqu'il l'utilise, il pourrait se retrouver à tuer sans le vouloir. Certaines lames seront beaucoup plus lourdes que d'autres, c'est notamment le cas de Shisui, comme Zoro le dit, qui remarque sa résistance et durabilité mais aussi le poids qu'elle représente contrairement à ses deux autres lames. Ainsi on comprend que chaque lame est unique et possède ses propres attributs. Certaines sont maudites, d'autres gourmandes et chacune retranscrit quelque chose de différent selon la qualité du forgeron et ce qu'il voulait mettre dans son œuvre. De plus, les épées sont sujettes à une sorte d'éveil, terme que la communauté a décidé d'utiliser, à bon escient, pour exprimer un niveau supérieur à l'état connu. Cet éveil pour les lames, c'est la capacité de noircir cette dernière. Même si ce principe n'est pas encore expliqué dans le manga, on peut imaginer que ça arrivera très prochainement puisque Tenguyama Hitetsu a expliqué à Zoro que cela dépendait de lui s'il voulait noircir Enma. Nous ne connaissons uniquement que deux lames noircies et les deux sont le symbole de légende parmi tous les épéistes dans le monde de One Piece. Le premier est Ryuma, samouraï légendaire du pays de Wa qui a réussi à noircir Shisui, et le second est Mihawk et son Kokutoyoru. Et les lames peuvent être divisées en trois catégories dans le monde de One Piece avec une quatrième qui est là juste pour le global. La catégorie globale n'a pas de nom spécial, elle regroupe tous les tas de ferrailles et épées non connues au bataillon qui ne sont pas redoutés pour leur puissance. Et il s'agit bien évidemment de celles regroupant logiquement le plus de lames qu'on voit un peu partout, ce sont des lames de random, possédées majoritairement par des randoms. Zoro avait deux lames au début du manga qui faisaient partie de cette catégorie et ces lames ont été entièrement détruites par Mihawk lors de leur affrontement au Barassi. La première catégorie, qui nous permet de classer les épées selon leur puissance et leur histoire à partir d'un classement qui nous est dévoilé par Tashigi lors de l'arc Logtown, alors que ce classement est défini dans un livre comme quelque chose qui est donc assez cadré et difficile à changer. Dans cette catégorie, nommée Ryo Wazamono, on y retrouvera 50 lames dites de qualité supérieure. On en connaît quelques-unes puisque Shigure et Kashu, les lames de Tashigi, Yubashiri que Zoro a perdu à Enies Lobby, ou encore le Sandai Kitetsu font partie notamment de cette catégorie. La deuxième catégorie permettant de classer les lames auxquelles les épéistes du monde de One Piece et les lecteurs donnent de l'intérêt est la catégorie des O Wazamono, regroupant 21 grandes lames connues mondialement et qui offrent à leur utilisateur une puissance bien supérieure. Nous y trouvons la lame d'exception, la marque de Zoro, la Wado Ishimonji par exemple. Nous y trouvons aussi Shisui, katana légendaire du pays de Wa, Enma et Ameno Habakiri, lame du grand et majestueux Oden Kuzuki. Nous y retrouvons aussi le Nidai Kitetsu, détenu par Tenguyama Hitetsu, le Kitetsu, un niveau supérieur au Sandai que Zoro possède, mais lame toujours aussi maudite. Ces lames possèdent une résistance bien supérieure au Ryo Wazamono, comme on a pu le voir à travers l'histoire, et ces épées sont plus lourdes, plus tranchantes et plus difficiles à maîtriser. Certaines sont même gourmandes et se nourrissent de haki de leurs détenteurs, comme Enma par exemple, mais permettent de transformer ce haki englouti par la lame en puissance brute, augmentant la capacité tranchante de cette dernière. La dernière catégorie regroupe les 12 lames les plus puissantes de l'univers One Piece, alors que nous en connaissons très peu pour l'instant. En effet, s'il est mention que de 3 lames de cette catégorie à ce jour, nous n'en avons vu que 2 pour l'instant, et cette catégorie c'est les Saijo O Wazamono, autrement dit les 12 lames de premier rang. Le Kokutoyoru de Mihawk en fait partie, et c'est la seule noire parmi celles que nous connaissons dans les Saijo O Wazamono, puisque Shisui, la deuxième lame noire connue dans le monde de One Piece, est une O Wazamono et non une Saijo O Wazamono. Et la deuxième lame parmi les Saijo O Wazamono que les lecteurs ont pu voir est le Bicento de barbe blanche, nommé Muraku Mogiri. La troisième lame dont il est mention mais que les lecteurs n'ont pas eu la chance de voir pour l'instant est la première génération des Kitetsu, un niveau supérieur au Nidai et 2 au Sandai, c'est bien évidemment le Shodai Kitetsu. Au-delà des utilisateurs de fruits du démon, des épéistes et des utilisateurs de haki, cas qu'on a beaucoup plus traité dans la vidéo de Yab, je vous le rappelle, il existe divers styles de combat qui ne requièrent a priori aucune chose que j'ai citée précédemment. Mais juste avant de continuer, il faut savoir que quel que soit le style de combat utilisé, après chaque bataille, tout comme les Saiyajin dans Dragon Ball, le combattant verra sa force ainsi que son expérience augmenter. C'est-à-dire que plus la personne se bat, plus elle acquiert de l'expérience au combat et plus elle devient forte. Théorie confirmée par Zoro à Enies Lobby qui expliquait à Nami que Usopp était bien plus fort qu'elle ne l'imaginait, mais également par Luffy à Marineford qui dira que Smoker est
bien plus fort que lors de leur rencontre sur Alabasta. One Piece, comme beaucoup de shonen neketsu, utilise un système d'évolution progressive basé sur l'expérience. Cela signifie que pour évoluer significativement, les personnages n'ont pas nécessairement besoin d'une longue période d'entraînement. Le Luffy de l'archipel des Sabaody après le projet 3D2Y est très différent du Luffy qu'on a actuellement à Onigashima et qui arrive à tenir tête au pirate le plus puissant du monde. C'est pour ça que à titre personnel, je ne crois absolument pas en la possibilité d'une deuxième ellipse. Et je pense qu'en analysant le fonctionnement de la force dans One Piece, vous arriverez sûrement à la même conclusion. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Rayleigh a laissé Luffy 6 mois avant la fin de son entraînement, puisque en 1 an et demi, le Seigneur des Ténèbres lui avait enseigné toutes les bases. Idem pour Ivankov avec Sanji et Mihawk avec Zoro. Leur mentor leur ont inculpé la base et c'est à eux de continuer à développer le haki en fonction des prédispositions et des différents styles de combat qu'ils veulent. Et en creusant bien, c'est exactement le chemin suivi par Luffy depuis qu'il arrive dans le Nouveau Monde, particulièrement depuis Dressrosa. Sinon, pour revenir aux autres styles de combat, j'en ai répertorié 2 gros sur lesquels on a le plus d'infos, plus d'autres que l'on voit par-ci par-là. Ainsi, on notera tout d'abord le Rokushiki, aussi appelé les 6 pouvoirs, qui est le style de combat utilisé par les officiers du Cypher Pole et les officiers de la marine. On a le Rankyaku, ou pied ouragan, qui consiste à envoyer une lame de vent très tranchante avec son pied. Shigan, dit Index Gun, rend le doigt extrêmement dur et perçant, capable de percer un corps humain. C'est au passage une technique parfaite pour des assassins professionnels, puisqu'elle permet de viser avec précision les points vitaux de l'ennemi. Soru, la technique d'esquive par excellence. Elle permet de se déplacer à une très grande vitesse, et c'est une super technique pour les gens qui se battent au corps à corps. Geppo, ou pas lunaire en français. Cette technique permet en rebondissant sur l'air de voler et de léviter dans les airs. Associé au Soru, ces 2 techniques donnent des possibilités de déplacement énormes. Tekai, traduit en métallium, technique permettant de durcir son corps, le rendant aussi solide que du métal. À première vue, cette technique ressemble au haki de l'armement, mais puisque Luffy pré-ellipse arrivait déjà à le briser, on peut supposer qu'elle est loin d'être aussi efficace que le Busoshoku. Kamié, ou pillage, est une technique moins courante que les autres. Elle permet de se fondre dans l'environnement et d'esquiver les coups de l'adversaire, donnant l'impression de glisser sur ces derniers comme une feuille de papier. Et enfin, il existe un 7e pouvoir, le Rokugan. C'est une technique qui à ce jour a seulement vu été utilisée par Rob Lucci. Ce dernier dira d'ailleurs que seuls ceux ayant maîtrisé parfaitement les 6 pouvoirs peuvent créer et utiliser cette 7e capacité. Elle consiste à envoyer un coup bloqué dans son élan afin d'infliger des dommages à l'intérieur du corps de la victime, exactement comme le haki implosif introduit à Wano. Et tout comme le fluide, les 6 pouvoirs ne sont qu'une base. Chaque utilisateur est libre de le faire évoluer comme bon lui semble. On a pour exemple le Rankyaku Koro de Jabura ou le Bigan de Kaku. Plus je réfléchis et plus je me dis que le Rokushiki n'est qu'un prémisse au haki au vu des ressemblances entre les deux. Et en plus, d'autres personnes que les agents du gouvernement utilisent certains pouvoirs du Rokushiki. On notera Luffy, Sanji et Katakuri qui utilisent clairement le Soru quand ils se déplacent, et on ajoute que Kurohashi peut également utiliser Geppo afin de voler. Le deuxième type de pouvoir dont je vais vous parler est le Gyojin Karate, ou autrement dit le karaté des hommes poissons. Ce style de combat est extrêmement dévastateur. Il consiste à contrôler l'eau se trouvant autour de soi sous forme gazeuse ou liquide, le forçant à rentrer en contact avec celle de l'adversaire, ce qui crée une onde de choc. Il est nécessaire de comprendre que cette attaque touche directement l'eau présente dans le corps de l'adversaire. Un utilisateur de Loga ou un homme caoutchouc comme Luffy ne pourrait donc pas y déroger, et ce, même sans le haki. Ce style est principalement utilisé par les hommes poissons ayant suivi l'enseignement du dojo assigné à cet art. Mais les humains et supposément toutes les autres races peuvent l'utiliser également, puisque Koala, qui a été élevé par Hak, un homme poisson, en est capable. On a aussi le Gyojin Jujutsu qui est très similaire au karaté des hommes poissons classique, mais qui ne peut être utilisable qu'au contact de l'eau directement. Le Jujutsu semble offrir plus de possibilités que le simple karaté des hommes poissons, puisque grâce à ceci, Odijutsu est par exemple capable de créer des requins. Et enfin, on a le Ningyo Jujutsu, qui est un style de karaté utilisé par les tritons de la famille royale. La seule technique qu'on a pu observer de ce style, c'est l'ultramarin, une technique qui consiste à attraper l'eau autour afin d'en faire un espèce de canon ultramarin. Seul le roi Neptune et son fils aîné Fukaboshi ont montré pouvoir faire usage de ces techniques. Sinon, on a d'autres styles de combat comme le Newkama Kempo utilisé par Ivankov ou le Okama Kempo utilisé par Bonclay. On y ajoute le style de Sanji et Zef, ainsi que toutes les personnes utilisant des armes à feu comme Ben Beckman, Yasop, Usopp ou Vanogur. C'est d'ailleurs un style sur lequel on a encore très peu d'informations. On vient donc de faire le tour de tout ce qui concerne la puissance individuelle dans One Piece. Et j'ai beau avoir passé énormément de temps dessus, c'est selon moi la partie la moins intéressante et la moins importante du sujet. Le centre même de la vidéo se trouve dans la suite et je vous demanderai donc encore un peu de votre temps afin de pouvoir parler de la puissance collective. 海軍七部会四校三大勢力の均衡はどうなる？
Dans le monde de One Piece, que ce soit chez les révolutionnaires, le Cypher Pole et la marine, rares sont ceux agissant de façon solitaire, et d'ailleurs à part Mihawk, personnellement je n'en vois pas au haut niveau. La puissance collective est donc extrêmement importante, pour ne pas dire primordiale, afin de survivre sur les mers. Vous aurez beau être le plus puissant du monde, vous ne tiendrez jamais contre un bon effectif, c'est comme ça. Par exemple, il est quasi certain que sans la tempête, le bateau de Roger aurait sombré face à l'armada de la flotte de Shiki, et ce, aussi fort qu'était le roi des pirates et ses commandants. De toute façon, le fait que le collectif soit primordial est totalement logique dans un monde où la plupart des actions ont lieu en mer. Pour le bon fonctionnement de la vie, il est nécessaire d'avoir une navigatrice, un cuisinier, un musicien, etc., etc. La mer n'étant la propriété d'aucune organisation ou institution, il est nécessaire, afin d'éviter une anarchie certaine, de maintenir un équilibre entre les différents camps importants. En d'autres mots, maintenir un équilibre entre la marine et les pirates les plus influents que l'on appelle les Yonko. Afin de contrebalancer la puissance et surtout l'influence des Yonko, le gouvernement a à sa disposition les amiraux du QG de la marine, mais a également mis en place le système de Shichibukai, c'est-à-dire engager des pirates puissants et influents, mais surtout craints pour maintenir la loi sur les mers. En échange de ça et d'une partie de leur butin, ces criminels voient leurs primes disparaître et leurs frasques couvertes par le gouvernement mondial. Il semble d'ailleurs que ce ne soit pas l'amiral en chef, mais bien le Gorosei qui soit en charge de désigner les Shichibukai, puisque lors de la tentative d'assassinat dont Moria fut victime, Doflamingo explique que l'ordre venait de plus haut que Sengoku. Tout à l'heure, j'ai dit que pour devenir capitaine corsaire, il est nécessaire d'avoir de l'influence. Mais les cas de Weeble, Mihawk et Kuma prouvent que cette condition n'est pas forcément nécessaire. Non, la chose la plus importante, c'est d'être craint. Il faut que la simple évocation du nom de l'individu puisse dissuader les éventuels pirates qui tenteront d'établir leur loi sur les mers. Parce que oui, les Shichibukai sont au-delà d'être une force militaire, une force dissuasive. Et comme c'est une force dissuasive, ils se doivent d'être forts, c'est comme ça. Voilà pourquoi une fois vaincu, quelle que soit la raison, le Shichibukai ne peut plus garder son titre puisqu'il perd en crédibilité. C'est la raison qui a poussé le Gorosei à vouloir éliminer Moria qui avait été vaincu par Luffy. Notre héros appartenant au Supernova, le type de groupe contre lesquels sont censés lutter les Shichibukai, le GM ne pouvait pas laisser passer ça et donnera donc l'ordre de l'abattre. Comme ils en avaient besoin pour la bataille à Marineford, ils ont d'abord caché l'info, mais une fois celle-ci finie, plus besoin de lui. Mais plus généralement, on peut dire que cette idée de Shichibukai était plutôt une mauvaise idée, puisque eux qui devaient faire régner l'ordre sur les mers ont souvent abusé de leur autorité, Doflamingo et Crocodile ayant asservi des pays, et Moria capturé des soldats et pirates pour se forger son ami d'immortel dans le nouveau monde. Petite parenthèse sur Crocodile qui avec son organisation Baroqueworth représente bien ce que je disais par rapport à la puissance collective. Bref, en résumé, les Shichibukai ne sont officiellement ni plus ni moins que les chiens du gouvernement mondial, mais officieusement, ce ne sont pour la plupart que des pirates privilégiés pouvant exercer leur méfait à l'abri des yeux de la marine. La seconde force militaire du gouvernement est celle qu'incarnent les amiraux qui ne sont eux-mêmes que la représentation du QG de la marine tout entier. Parce que oui, il faut bien comprendre que quand on parle d'amiraux comme grand pouvoir, on parle en réalité de toute la marine et pas de 4 mecs surpuissants. En soi, la marine est contrairement aux pirates un groupe organisé obéissant à une hiérarchie claire, ce qui facilite grandement la traque des pirates. Retenez bien ce détail parce que c'est important pour la suite. La marine est l'armée principale du gouvernement mondial. Elle est là pour faire appliquer les règles et les lois établies par le GM, et ce, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour la population. Même si d'une façon simplée, les habitants du monde de One Piece l'associent aux gens, la vérité est beaucoup plus nuancée puisqu'il arrive de traiter des affaires louches comme avec les géants Oimo et Kashi et supposément un trafic illégal de fruits du démon. Parce que c'est bizarre que tous les amiraux rencontrés à ce jour possèdent des fruits extrêmement puissants, sachant que mis à part Fujitora et Ryokyogu, tous semblent avoir été formés par la marine dès leur plus bas âge. Outre les amiraux, il existe d'autres grades importants comme celui de vice-amiral, contre-amiral, capitaine ou lieutenant. Mais l'une des armes les plus dangereuses de la marine après les amiraux est sans doute le Buster Call. Elle est considérée comme l'ultime attaque et est censée être utilisée qu'en dernier recours afin de rayer de la surface du globe un groupe d'individus considérés comme néfastes pour le gouvernement. Ainsi, à l'aide d'un escargophone doré détenu par les amiraux du QG, une flotte de 10 cuirassiers de guerre de la marine est envoyée à leur tête 5 vice-amiraux qui n'ont qu'un seul but, réduire le territoire visé en cendres sans se poser de questions. Voilà ce qu'on nomme la justice absolue de la marine.
C'est une attaque d'une barbarie sans nom, puisque même si c'est pour anéantir de supposés criminels, le fait de détruire complètement une île, effacer son patrimoine, son histoire ainsi que sa culture relève d'un manque d'humanisme criant, et voilà pourquoi certains cadres de l'organisation remettent en doute cette attaque. En réalité, au-delà d'être une puissante arme, le Buster Call est avant tout une incroyable démonstration de la force monstrueuse de la marine. Elle est là pour rappeler que cette organisation est toute puissante, dissuadant donc quiconque voulant la défier directement. De ce fait, même si un individu y survit, il en restera dans la plupart des cas traumatisé et ne voudra plus s'opposer de face à la marine, préférant soit fuir ou même se laisser prendre. Robin en est le parfait exemple puisque la moindre vocation du Buster Call fit remonter à la surface tous les traumatismes liés à Ohara. Sinon, plus globalement, et ce même si ce n'est pas directement dit, ce qui compte le plus pour gravir les échelons de la marine, c'est avant tout la puissance. Et c'est pour ça que tantôt j'ai parlé du fait que la marine est une organisation hiérarchisée, et vu que cette hiérarchie est principalement établie par des forces et des individus, il est donc possible de déterminer les rapports de puissance au sein de la marine. Ce que je veux dire, c'est qu'il est clair que Momonga, étant un vice-amiral, est forcément plus fort que Koby qui n'a que le grade de capitaine. Dans cette logique, l'amiral en chef qui est à la tête de toute l'organisation se doit en principe d'être le plus puissant soldat de la marine. Mais le raisonnement que je viens d'apporter a aussi ses limites. Par exemple, il dit que Monkey D. Garp à son prime avait clairement le niveau d'un amiral, mais à cause de convictions personnelles, il refusera ce poste à plusieurs reprises. Rien ne dit aussi que Kuzan et Sakazuki sont forcément supérieurs à Kizaru. Le combat entre les deux n'a pas eu lieu parce que c'était les deux marines les plus forts, mais parce que l'un avait été recommandé par Sengoku et l'autre par le Gorosei. C'est tout, ça va pas plus loin que ça normalement. Ce que j'essaie d'expliquer dans cette partie, c'est que quand la plupart des fans de OP parlent de puissance, ils font systématiquement allusion à la puissance militaire ou au pouvoir surnaturel alors que ça va beaucoup plus loin. La puissance politique représentée par les Tenryubito en est un parfait exemple. La plupart d'entre eux sont super faibles, mais ce sont eux les maîtres du monde capables d'outrepasser les droits humains. À une plus petite échelle, on a aussi les rois Riku et Cobra dont l'intervention à la rêverie a eu une part importante dans l'abolition du système de Shichibukai, qui pourtant garantit l'équilibre des pouvoirs si chers au Gorosei, il y a qu'à voir à quel point ils tiennent au bon fonctionnement de celui-ci. Là encore, deux individus pas très puissants ont, comme on le verra tout à l'heure, participé à un chamboulement énorme dans le monde. Ce n'est pas tout, on a aussi le pouvoir économico-politique représenté par la pègre. On ne sait pas quel est leur degré d'implication dans les actions du monde de One Piece, mais on sait qu'ils sont extrêmement influents et qu'il vaut mieux pas les avoir contre soi, d'où leur présence à la Tea Party de Big Mom. Et pourtant, les empereurs de la pègre ne sont pas particulièrement reconnus pour leur puissance. Il y a aussi le pouvoir de l'information qui est l'un des plus importants. Avec la presse, on peut manipuler l'opinion mondiale et lui faire croire ce qu'on veut. C'est en partie grâce à ça que Morgan a réussi à hisser Luffy dans les plus hautes sphères de la piraterie. Et je vous vois venir, je ne dis absolument pas que c'est uniquement grâce à Morgan que Luffy en est là où il en est, pas du tout. Mais l'article qu'il a écrit sur lui a grandement aidé à la prime de 1,5 milliard de biri mis sur sa tête, c'est un fait. On peut pas le dénier. C'est grâce à ce pouvoir que le GM a pu diaboliser Roger, le faisant passer pour le mal incarné, ou attribuer le mérite à Smoker pour la victoire à Alabasta. Avec l'incident à la rêverie, on a vu que le gouvernement mondial peut aussi donner un ordre de manipulation d'informations à quelqu'un comme Morgan. Voilà pourquoi s'arrêter uniquement à la force physique, surnaturelle ou même militaire quand on parle de puissance dans One Piece, c'est occulter une bonne partie de l'œuvre et passer à côté de beaucoup de choses. One Piece est un monde où la géopolitique a une énorme place et on le verra encore plus quand on parlera des Yonko tout à l'heure. Alors oui, on est avant tout dans un shonen, la puissance brute est très importante, c'est indéniable. Mais justement, la force de One Piece par rapport aux autres mangas, c'est particulièrement cette diversité autour des types de pouvoirs. C'est pour ça qu'après presque 23 ans, les gens ne s'en lassent toujours pas et continuent à théoriser sur beaucoup de choses. Retenez donc que pour avoir une approche plausible des futurs événements, il faut selon moi considérer tous ces aspects. まだおめえには早いだろ。Les Yonko, traduits en 4 empereurs, sont considérés comme les pirates les plus puissants et influents du Nouveau Monde. Ils ont tous vogué sur les mers avant l'âge d'or de la piraterie et été confrontés au roi des pirates, Goldie Roger. Big Mom de Kaido au sein de l'équipage des Rogues, Barbe Blanche lui était son plus grand rival, Barbe Noire marchait avec Newgate à l'époque, et enfin Shanks était aux côtés de Roger sur l'Euro Jackson. Ils appartiennent tous d'une façon à une autre époque, et c'est leur expérience acquise aux côtés des pirates les plus importants de l'ancienne ère qui leur ont permis d'acquérir ce titre d'empereur. Avec les Animero et les Shichibukai qu'on a vu tout à l'heure, ils forment ainsi la Sendai Seryuku, c'est-à-dire les 3 grands pouvoirs garants de l'équilibre dans le monde de One Piece. Cependant, le fait qu'il faille 2 autres grands pouvoirs pour les stopper montre à quel point ceux-ci sont puissants et craints, et ce, pas seulement à cause de la force individuelle de chacun,
mais aussi grâce à leur équipage suréquipé et leurs alliés surpuissants. Preuve en est que pour en arrêter un seul, il a fallu toutes les forces armées du QG de la marine, plus 5 des 7 Chichibukai. Mais même ici, on peut encore nuancer les faits puisque Barbe Blanche a pu compter sur le soutien de gens comme Jibé, Crocodile ou Ivankov, sans oublier Luffy et tous les évadés d'Apple Down. Mais n'empêche, sans même savoir que Shirohige aurait tous ses soutiens, la marine avait quand même déployé le maximum de ses forces, preuve de la dangerosité d'un seul empereur. C'est pour ça que la marine surveille le moindre de leurs gestes, puisqu'une alliance entre deux Yonko, au-delà de rompre l'équilibre, créerait une catastrophe sans précédent. Pour moi, il y a 3 types d'équipages dans One Piece. Le premier type regroupe les équipages qui basent leur force avant tout sur le nombre. Ce genre d'équipage tient sa force de l'ensemble du groupe, mais sont séparément pas très puissants. Ces gens-là ne pourraient par exemple pas survivre dans le nouveau monde, c'est un fait. Ceux de Captain Kuro, Baggy, Don Krieg ou encore Arlong en sont un très bon exemple. Ensuite, on a ceux possédant de fortes individualités. Les membres de cet équipage ne sont pas nécessairement nombreux, bien que ça puisse être le cas, mais les membres les plus importants sont très souvent puissants et ont leur propre renommée. Les Mugiwara ont souvent appartenu à cette catégorie avec les équipages de certains supernovas et d'anciens grands corsaires. Bien qu'étant très puissants, ceux-ci pourront rencontrer des difficultés à suivre dans le Shinsekai s'ils persistent à vouloir faire cavalier seuls. Je vois certains venir en me disant que les Mugiwara ont très souvent survécu dans cette configuration, mais en réalité, le fait d'avoir rencontré Law et de s'être allié à lui a fait qu'ils ont pu bénéficier de ses connaissances, ce qui a été utile pour détruire l'usine de Smile par exemple. Mais surtout, ça a permis au chapeau de paille de suivre une ligne directrice avec un objectif fixe. Et enfin, le troisième type d'équipage est une combinaison des deux autres, c'est-à-dire un grand équipage en nombre, mais avec des commandants très puissants reconnus pour leur force dans le monde entier. Chacun des Yonko actuels ou anciens ont appartenu à cette catégorie d'équipage. Barbe Blanche était à lui tout seul considéré comme l'homme le plus fort du monde. Il avait sous ses ordres 16 flottes, chacun dirigé par un puissant commandant, et en plus de ça, l'un d'entre eux possédait le Haki des rois. À cet énorme équipage, on y ajoute 43 équipages alliés dont les capitaines sont tous des pirates de renommée mondiale, considérés chacun comme des cadres du nouveau monde. D'ailleurs, certains marchent avec Barbe Blanche depuis des décennies, comme Whitey Bay, qui était déjà présente à l'époque où Oden Kojiki rejoignait l'équipage. Et en plus de toute cette armada militaire, Nugget possédait de nombreux territoires, même si en réalité, il ne les utilisait pas vraiment comme base. L'équipage de Big Mom est composé de personnes diverses et en général, les postes les plus importants reviennent aux membres de la famille Charlotte. Les 3 Suite Commanders sont les membres les plus puissants après le capitaine et possèdent chacun leur flotte. Cependant, ce ne sont pas les seuls membres dont il faut se méfier puisque Daifuku possède aussi sa propre flotte et Perospero et Oden sont particulièrement dangereux. Comme allié, Lin Lin a dans un premier temps réussi à soumettre un membre de la pire génération en la personne de BJ et les pirates du soleil dont un ancien Shichibukai avec tout l'équipage qui va avec. Sans compter que Big Mom semble avoir des contacts très importants parmi les empereurs de la pègre et a donc, en plus de la puissance militaire, une très grande influence politique et économique. Elle est capable de faire tuer quelqu'un qui se trouve au fin fond d'East Blue alors que elle se trouve sur Totoland. Barbe Noire a bénéficié de l'expérience acquise après les décennies passées sur le bateau de Barbe Blanche. Il semble même s'être inspiré de son paternel en ce qui concerne son équipage puisque celui-ci est composé de 10 commandants, le dernier étant à cette heure toujours inconnu d'ailleurs, dirigeant chacun une flotte. À ça on ajoute qu'il a sûrement dû reprendre une bonne partie des territoires de Barbe Blanche et doit posséder de nombreux points stratégiques. Et lui, il faut ajouter que ces commandants font partie des pires raclures que le monde n'ait jamais connues. En plus d'être extrêmement forts, ils sont connus pour leur cruauté sans nom. Sengoku dit d'ailleurs que si un seul de ces gars s'introduit dans un pays, il va causer une catastrophe sans précédent, montrant encore une fois toute la dangerosité de l'équipage de Kurohige. À mon goût, Barbe Noire est sûrement le Yonko le plus proche du One Piece, puisqu'il a longtemps observé Barbe Blanche qui connaissait tout du fameux trésor. Et en plus, Shanks ne semble pas être vraiment intéressé par celui-ci, donc c'est encore un point en plus pour Barbe Noire. En parlant de Shanks, on a encore très peu d'informations sur son équipage, mais il semble qu'il adopte un modèle d'équipage similaire à Teach et à Barbe Blanche, c'est-à-dire plusieurs flottes dirigées chacun par des commandants. Brain New dira qu'il a réussi à soumettre de puissants combattants comme Yasop ou Ben Beckman, on peut donc deviner que l'équipage du Roux n'est pas en reste comparé aux autres Yonko. Comme on l'a vu sur des pages de couverture, Shanks possède également des territoires et même si on ne l'a pas vu, il possède sûrement des forces alliées. Et enfin, l'équipage le plus puissant et complet qu'on ait vu jusqu'à présent, l'équipage aux 100 bêtes dirigé par Kaido. L'équipage compte en son sein la créature la plus forte du monde, 3 Okanban ayant une prime d'au moins 1 milliard chacun, 6 Tobilopo possédant chacun un Zoan antique, une catégorie de fruits du démon pas aussi commune normalement, et d'ailleurs certains semblent pouvoir prétendre au titre de Okanban, ce qui permet de déduire que ces Tobilopo là ont un niveau pas très éloigné des calamités. Après on a les Gifters, puis les Numbers, sans compter des membres très importants de la Saikuno Sedai comme Apu ou Basil Hawkins. Le deal de Smile passé par Doflamingo a permis à Kaido de se forger une armée quasi invincible, ce qui en fait le pirate le plus puissant du monde, comme le précisera Killer.
Le fait de désigner Luffy comme un sacré empereur ne veut pas dire que son niveau est égal au leur, mais plutôt que son influence sur les mers peut commencer à être comparée à la leur, notamment grâce à sa flotte composée de capitaines craints comme Bartholomew, Cavendish et la flotte de Apu entière qui compte le fameux Don Chinjao. Il possède aussi des territoires comme l'île des hommes poissons et celle que Bartholomew a volée à Shanks. Plus généralement, que ce soit dans les couvertures de chapitres ou même dans l'anime, Bartholomew cause des grabuges au nom de Luffy partout où il passe, ça alimente la renommée autour du chapeau de paille. Quand il dit qu'il est trop tôt pour Luffy de prendre ce titre, je pense qu'il parle surtout de son expérience. Comme j'ai dit, Kaido et Big Mom ont voyagé aux côtés de Rox dit Shebeck, un pirate de légende. Shanks a dû attendre 6 ans afin de pouvoir prétendre au titre d'empereur, et ce malgré son expérience acquise aux côtés de Roger, et Teach a réussi à le devenir en un an grâce à sa connaissance des territoires de Barbe Blanche et son plan minutieusement étudié depuis des années. Et il est clair que Luffy n'a pas encore atteint ce niveau d'expérience. Comme on vient de voir, bien qu'appartenant au même groupe de pirates, les Yonko ont des équipages et des façons de fonctionner bien différentes les uns des autres. Du coup, pour moi, dire quelque chose comme Mihawk a le niveau d'un Yonko Commanders 1, ben ça veut pas dire grand chose en fait. Tout simplement parce que le niveau Yonko Commanders 1 n'existe pas. Tout comme le niveau Yonko Commanders 2, tout comme le niveau Yonko Commanders 3. Déjà, on a vu que les Yonko n'ont pas le même nombre de commandants. Big Mom et Kaido en ont 3, tandis que Shanks et Teach en ont 10. Et en plus de ça, rien ne dit que les commandants de Yonko des différents empereurs ont la même puissance. C'est induit à aucun moment. Les primes ne sont pas non plus des indicateurs de puissance fiables, puisque Katakuri, qui est un Yonko Commanders 1, a une prime similaire à Jack, qui est le 3e au Kanban. Sauf que Jack a avant tout une prime par rapport à sa dangerosité pour les civils. Je ne dis pas que Katakuri est un ange, non, mais il est clair que Jack fait tout pour causer le maximum de dégâts possible partout où il passe. Son surnom, la sécheresse, fait d'ailleurs référence à ça. De même, personne ne dit qu'un Burgess a le même niveau qu'un Katakuri ou qu'un Ben Beckman celui d'un King. Et en parlant de champion de Jaya, il a beau être commandant de la première flotte de Barbe Noire, je trouve que ce soit le plus puissant commandant de Kurohige vu comment il s'est fait rétamer par un Sabo qui venait à peine de manger le Mera Mera no Mi. On ne parle pas d'un combat serré que Sabo aurait remporté, mais bien d'une leçon donnée par le second de l'armée révolutionnaire. Bref, tous ces termes comme Yonko Commanders 1, 2, etc. ou même Monster Trio sont des termes inventés par les fans pour absolument vouloir faire des comparaisons de puissance entre personnages. Mais en réalité, ce ne sont pas des termes utilisés par Eiichiro Oda et ces schémas de puissance ne viennent pas du tout de lui. Dans une organisation très hiérarchisée comme la marine, oui, ça a du sens de dire niveau vice-amiral ou niveau amiral, mais les niveaux Yonko Commanders 2 ou 3 n'existent pas vraiment. Sinon, par rapport à tout ce qu'on vient de voir sur la puissance qui maintient l'équilibre dans le monde de One Piece, on ne s'en rend pas compte, mais le monde est dans une merde pas possible. On a d'abord la montée en puissance des pirates de la pire génération, dont l'un est même devenu Yonko. Normalement, ce que font les pirates pour survivre dans le Shinsekai, c'est se ranger derrière un empereur. Mais ces pirates-là, pour certains comme Ro, Kid et Luffy, ont décidé de combattre ces empereurs afin de les faire tomber. Et au fond de moi, je pense qu'aucun des supernovas de Shabondi n'a pour révéler l'objectif d'être derrière un Yonko, ça leur ressemble pas. Il y a également l'abolition du système de Shichibukai qui va bouleverser le monde puisque le gouvernement s'ampute d'une puissante force militaire. La marine de Sakazuki qui est omniprésente dans le Nouveau Monde semble s'être beaucoup renforcée et être beaucoup plus axée sur la traque que lors de l'époque de Sengoku. Doflamingo dira d'ailleurs qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est la marine qui règne en maître sur les mers. L'armée révolutionnaire est de plus en plus inquiétante pour le gouvernement mondial. L'incident causé lors de la rêverie en est la preuve, ce qui montre que tout l'équilibre est chamboulé. Le pire reste sûrement l'alliance entre Big Mom et Kaido qui, si elle n'est pas arrêtée par Luffy et toute la bande, finira forcément par détruire le monde. Et cerise sur le gâteau, Doffy qui permettait de contenir Kaido grâce au commerce de Smile a été destitué et voilà la créature la plus forte du monde qui est prête à se déchaîner dans le Nouveau Monde. Comme le dit Marshall D. Teach dans l'anime, pour s'asseoir sur le trône, la bataille des plus forts a déjà commencé. C'était un projet ultra ambitieux et je remercie beaucoup Yams d'y avoir participé. C'est une vidéo sur laquelle je travaille depuis mi-janvier et elle va sûrement, la vidéo est censée sortir le 19 mars, j'espère qu'elle sortira à temps. Et c'est beaucoup de travail, c'est énormément de taf. Vous voyez que la vidéo est très longue, le montage est va sûrement être très long à faire et je vous demande donc vraiment encore plus que pour les autres vidéos, si ça vous a plu. Si vraiment ça vous a plu, juste un like et un partage et un commentaire, ça fait tellement chaud au cœur. Un partage parce que c'est le partage qui va permettre de rendre la vidéo virale, qui va permettre de récompenser tous les efforts que j'ai fait. Encore une fois, vous pouvez venir me suivre sur Twitch, on s'y amuse comme des petits fous. Sur Instagram, j'organise de temps en temps des concours pour vous faire gagner des comptes Crunchyroll, etc. et je fais un autre type de contenu. Et aussi sur Twitter, on peut discuter des scans de One Piece quand ça sort.
Tu peux aussi rejoindre mon Discord qui est en description si jamais tu es intéressé pour parler de One Piece mais de plein d'autres mangas. N'oublie pas de t'abonner parce qu'il y a encore beaucoup de lourds qui arrivent, notamment la vidéo sur la fin de Naruto et d'autres vidéos Senseiya. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Yo.